C'est quoi? Est-ce que, juste, j'aimerais bien savoir, à main levée, bon, qui a entendu parler de la perma avant ce matin? Donc à peu près tout le monde. Qui est capable de dire ce que c'est que la perma? Ouais, personne. Ah, il y a quelques-uns quand même. Si, quelques-uns. On va voir, on va tester vos connaissances. Alors la perma, c'est quoi? Est-ce que c'est une technique agricole? Parce qu'on entend parfois parler des techniques de perma au jardin, tout ça, au potager. C'est super. Est-ce que c'est des associations végétales? Donc, je sais pas moi, planter un pêcher avec des poireaux, des fraisiers, du romarin, de la tanaisie à côté. Est-ce que c'est laisser faire la nature? Parce qu'on entend parfois que la permaculture, c'est le jardinage pour les feignants. Est-ce que c'est faire des buts? Parce que si vous avez entendu parler de la permaculture, c'est difficile de ne pas avoir entendu parler des fameuses buts de permaculture. Donc un indice, la permaculture, c'est rien de tout ça. Et j'insiste, parce que la permaculture, si on devait dire à des enfants, essayer de dire en 2 mots à un enfant ce que c'est, ce serait de dire que c'est une tentative de créer un chouette lieu pour vivre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bill Mollison, le cofondateur de la permaculture. Bill Mollison, un Australien, cofondateur. L'autre cofondateur, David Holmgren, est également australien. Bill Mollison qui est décédé en 2016. Une définition un peu plus complète, qui va peut-être vous faire réfléchir un peu plus, c'est que la permaculture est une méthode systémique qui vise à concevoir des systèmes en s'inspirant de l'écologie naturelle et des sociétés pré-industrielles sobres en consommation d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors déjà, méthode systémique, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement qu'on va s'intéresser à des systèmes humains. Alors, c'est quoi un système humain? C'est un potager, une maison et son jardin qui forment encore un autre système que la maison toute seule, le poulailler, un jardin partagé sur la petite ceinture à Paris, un immeuble, un village, un territoire. Peu importe, c'est un espace dans lequel l'humain a un projet, il fait quelque chose. Et la méthode systémique, c'est qu'on va s'intéresser au fonctionnement de ces systèmes dans leur globalité et aussi dans les interactions qui existent entre les sous-éléments de ces systèmes. En fait, on va zoomer et voir ce qui se passe à l'intérieur de ces systèmes. On veut et on va travailler dans la complexité en permaculture. On s'inspire du fonctionnement du vivant et on s'inspire des sociétés pré-industrielles sobres en consommation d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on veut retourner au Moyen-Âge et ça ne veut pas dire que tout ce qui est ancien est désirable. À travers une éthique et un ensemble de principes, la permaculture elle permet aux individus de concevoir leur propre environnement pour créer des habitats et des organisations autonomes, durables, résilients, en prenant soin de l'humain et de la nature. Son domaine d'application est extrêmement large. Il va de l'agriculture aux habitats, en passant par tout un tas d'échelles différentes. Je donnerai quelques petits exemples tout à l'heure. La permaculture, elle fonctionne en fractal, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes motifs d'action, les mêmes motifs techniques et les mêmes principes d'action, que je sois dans mon jardin, que je sois dans mon éco-village, que je sois dans mon quartier. On va pouvoir utiliser les mêmes principes. Je vais citer Edgar Morin pour me la péter un peu, mais qui pour moi dit quelque chose de très proche de ce qu'on essaye de faire en permaculture dans son introduction à la pensée complexe, c'est que la pensée simple, elle résout des problèmes simples, et que la pensée complexe, elle ne résout pas d'elle-même les problèmes, mais elle constitue une aide à la stratégie qui peut les résoudre. En permaculture, je ne vais pas vous apprendre à faire une butte, mais je vais vous apprendre à vous poser les bonnes questions pour savoir si vous en avez besoin, si oui, orienter comment, avec quels matériaux, etc. Et vous puissiez répondre à différents contextes et à différentes problématiques dans différents contextes. Tout est contextuel en permaculture, il n'y a aucune stratégie figée. Les postulats préalables à notre action en permaculture, au-delà des postulats liés à la sobriété et aux logiques perspectives pas trop réjouissantes dont j'ai parlé en première partie, on a aussi des postulats d'action. C'est que les sociétés pré-industrielles, elles représentent des modèles soutenables. Si elles n'étaient pas soutenables, on ne serait pas là pour en parler. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter la technologie à la poubelle et que tout ce qui est ancien est désirable. La permaculture est une réaction conceptuelle face à un monde qui va s'annoncer plus avare en énergie, en ressources et en biodiversité. On peut être en désaccord avec ça, mais dans ces cas-là, c'est difficile de faire de la perma. La permaculture, elle privilégie des processus de reconception qui partent du foyer des petites structures, parce qu'on part du principe qu'on va être plus agissant, plus responsable, plus puissant, d'abord dans des échelles petites. Par contre, on veut stimuler le changement dans des échelles supérieures par la suite. La notion d'aggradation, elle va de pair avec la démarche de permaculture. On ne contente pas de préserver. C'est pour ça qu'en permaculture,
on voudrait décroître, on veut de la décroissance de consommation d'énergie fossile, mais on veut de la croissance du développement du vivant et de plein d'autres effets utiles. En permaculture, on essaie de faire partie de la solution et ça implique de savoir ce que c'est que le problème et puis ce que c'est que la solution, c'est-à-dire d'avoir une conscience fine de notre environnement. Ça va être important, notamment quand je vais vous parler des solutions lentes et à petite échelle, pour savoir en gros si on fait partie du problème ou pas. Du coup, la permaculture, ça ressemble souvent à ça, c'est-à-dire des plans de conception de nos espaces humains. Ça, c'est un plan de ferme. Ça, c'est un projet sur lequel je travaille, un projet de lieu de vie sur lequel je travaille dans mon village. Ça va ressembler aussi à des trucs absolument habitables, comme par exemple ces petits schémas qui tentent d'intégrer tout ce qui fait la complexité des systèmes humains. On n'est pas du tout obligé de faire ça pour faire de la permaculture, mais c'est juste pour illustrer comment les théoriciens de la perma ont essayé de rassembler en fait, voilà, ce qui fait nos sociétés, ce qui fait le vivant, et comment est-ce qu'on peut faire cohabiter tout ça ensemble. Ça ressemble aussi beaucoup à ça, c'est-à-dire des gens qui se rassemblent pour concevoir leur lieu de vie, leur mode de fonctionnement et concevoir leur interaction sur le territoire. Ça, c'est des membres du projet Terra lors des toutes premières conceptions du quartier rural dont je vous ai montré les plans tout à l'heure. Ce qui n'empêche que, bien sûr, malgré mes provocations, ça peut tout à fait ressembler à un jardin, et le jardin est une très bonne échelle pour commencer à faire de la permaculture. C'est très important de le faire aussi au jardin. La permaculture, elle a plein de dimensions, sa définition, son éthique qu'on va voir là, ses principes, ses outils et ses méthodes adaptées. L'éthique de la permaculture, très simple, bon, très complexe dans ses détails, mais simple dans son énoncé. Prendre soin de la terre, c'est-à-dire, on part du principe que, on peut dire aussi prendre soin de la nature si on veut, c'est partir du principe que toute forme de vie a une valeur, vaut pour elle-même, a une valeur intrinsèque, et qu'elle fait quelque chose d'utile même si on n'est pas au courant. Et que du coup, on va essayer de prendre soin de nos écosystèmes parce que sans eux, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Prendre soin des humains, pareil, de façon très survolée, ça veut dire prendre soin de l'humain, mais pas seulement pour se faire des câlins, c'est prendre soin de l'humain en termes de justice sociale, en termes de santé, de bien-être bien sûr, de lien social, même de sécurité matérielle. C'est essayer de prendre soin de l'humain dans toutes ses composantes. Dans sa spiritualité aussi, du coup, dans ses besoins de sens. Et alors ça, c'est le petit challenge, là. Parce que vous allez voir, souvent, quand vous allez aller sur Internet, vous allez taper éthique permaculture, vous allez voir la fin. Redistribuer les surplus. Ou alors, même créer l'abondance et redistribuer les surplus. Moi, j'ai déjà vu écrit ça. C'est pas faux. Par contre, l'intitulé réel, c'est celui-là. Tel qu'il est écrit par les fondateurs, c'est ça. Parce qu'évidemment, il chatouille un peu plus, quoi. Alors la consommation, ça va. On peut en parler aujourd'hui, la démographie c'est plus chaud. Du coup je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. On est là pour interroger ces deux notions ensemble. On n'est pas là pour dire aux gens arrêtez de faire des enfants et mangez des cailloux. Voilà. Soit très clair. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est simplement pour dire qu'on a des leviers d'action à cet endroit-là. On aurait tort de s'en priver. Et surtout, tout ce qu'on va réussir à fixer comme limite à notre gloutonnerie va nous permettre, c'est l'autre face de la pièce, de dégager des surplus pour les redistribuer aux écosystèmes naturels et à nos copains humains. Les principes de la permaculture maintenant. Mollison et Holmgren en ont écrit plein. Ils sont conçus comme un cadre applicable et adaptable à un grand nombre de situations et de projets. Je vous les montre, vous n'avez pas besoin de les lire ni de les retenir pour l'instant, ni même jamais en fait, sauf si vous avez envie de vous intéresser davantage à la perma et d'aller vous former. Je vous les montre juste là pour vous dire qu'ils sont généraux. Il n'y a pas écrit obtenir une production de carottes sur une butte de permaculture. Il est écrit obtenir une production. En permaculture, on a besoin d'obtenir une production, de créer des effets utiles, et ça peut être une production alimentaire, de bien-être, de santé, de biodiversité, d'habitat, de tout ce qu'on veut. Donc ils sont là pour nous servir. Et bien sûr, il y a des paquets de centaines de pages de littérature derrière chacun de ces principes, mais ils sont là pour nous offrir un cadre général d'action. Et je vais donner un exemple après qui me permettra de revenir sur les principes. On va utiliser des outils aussi, comme le zonage. Le zonage, il va nous permettre de concevoir notre espace, avec une zone zéro qui va être, on va dire, l'épicentre de notre système. Alors là, c'est Lilay a donné l'exemple de la maison, mais ça, c'est dans l'exemple maison plus jardin, mais ça peut être aussi la cabane de jardin dans mon jardin partagé en milieu urbain. On va avoir le centre de notre système, et tout au bout, on va avoir la nature sauvage, qui va nous servir de référence écologique et puis surtout qui va permettre de remplir un des objectifs de la permaculture qui est de redistribuer de l'espace aux écosystèmes naturels. Et entre ces deux extrêmes,
C'est-à-dire que ça, en gros, on délimite et on fait plus rien. Et du coup, on apprend, on regarde ce qui se passe. Et c'est encore mieux, et j'ai envie de dire, c'est encore mieux de créer de la zone 5 que de protéger des zones naturelles déjà existantes. Parce que quand on crée de la zone 5 à partir d'un terrain vague, même sur 3 mètres carrés, on va découvrir un paquet de trucs qui vont se passer sans notre intervention, et c'est assez extraordinaire. Pour donner ensuite une illustration de ce que sont les zones, simplement pour dire que tout ce qui est le plus proche de la zone 0, c'est ce qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, qui va produire beaucoup. Et tout ce qui est près de la zone 5, c'est ce qui demande moins d'efforts, moins de travail, qui va produire moins, mais qui va le faire sans nous, et puis qui va produire aussi pour les écosystèmes naturels. Exemple, un verger en zone 2, ça va être un verger bien irrigué, on va tailler chaque année, on va mettre du paillage, on va mettre du compost, du fumier, on va protéger contre les parasites, etc. Donc ça va demander beaucoup de travail, mais on aura beaucoup de production. Et un verger en zone 4, on plante les arbres, on les arrose de 3 ans, on ne fait plus rien. Il va y avoir du bois mort, ils vont se gêner un peu, bon, mais on n'a que 2 choses à faire dans l'année, c'est faucher la prairie en dessous une fois, puis venir récolter les fruits. Donc c'est bon. Alors, bien sûr, dans la réalité, c'est jamais des cercles concentriques, hein. C'est toujours plus complexe que ça, en fonction, encore une fois, du contexte. Mais c'est une aide à la conception des espaces. Et puis, on a, pour ceux qui... Peut-être le PowerPoint, peut-être qu'il pourra circuler de toute façon, si jamais vous voulez garder une trace, parce que je vais pas devoir passer un petit peu vite, donc tu n'auras pas toujours le temps de prendre des photos. Mais on a aussi des outils comme les secteurs, assez vite. Alors, c'est un peu imbitable quand on ne sait pas ce que c'est. Bon, voilà. Simplement, c'est des outils qui vont nous aider à cartographier les influences qu'ont les éléments extérieurs à notre système sur notre système. La course du soleil en hiver, en été, d'où viennent les vents dominants, les risques d'incendie, les risques de pollution, les risques d'inondation, où est-ce qu'il y a du bruit, où est-ce que j'ai une route qui passe à côté de mon système, où est-ce que j'ai une scierie ou un menuisier orienté de tel ou tel endroit. Ça va nous permettre de nous aider à positionner nos éléments. La permaculture, c'est beaucoup des histoires de positionnement, de créer des systèmes intelligemment, où les éléments sont intelligemment positionnés les uns entre les autres pour créer des effets circulaires. Donc ça va nous aider, voilà, si je sais en fait d'où vient le vent, non seulement ça va me permettre de positionner intelligemment ce qui va m'en protéger, je sais pas, une haie brise-vent ou des murs ou j'en sais rien, et ça va aussi me permettre de positionner l'élément qui va me permettre d'en tirer parti, comme une éolienne par exemple. Et puis, bon, je vais très vite sur les pentes, simplement, voilà, la gravité, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est nécessaire, la gravité sur une pente, même faible, elle entraîne les objets vers le bas. C'est con, mais quand on regarde la manière dont sont aménagés les territoires, on se demande parfois si les gens y ont pensé. Par exemple, sur la manière dont les accès vont être placés dans une maison. Hein. Placer un accès en bas, c'est monter des brouettes pleines et les descendre vides. C'est un peu dommage quand on va déposer des matériaux. Hein. Placer des accès en hauteur sur un terrain, c'est gagner du temps, de l'énergie, à la fois pour les humains, puis aussi si on doit transporter les matériaux avec des machines. Pareil, positionner tout ce qui est système d'eau en hauteur va permettre d'utiliser la gravité par endroit plutôt que de l'électricité. On est vraiment en lien avec les questions de sobriété, plutôt que de l'électricité pour avoir de l'eau au robinet. Bon, il y a 1000 choses à dire, simplement pour dire qu'on voilà, on va apprendre à lire les pentes et tout ce qu'elles peuvent nous offrir, notamment les dynamiques d'air froid, d'air chaud, etc., pour concevoir nos systèmes. Et ça, bon, tout de suite, toujours les exemples vont être vachement champêtres, hein, ça fait toujours campagne, etc. Mais c'est pas forcément une fatalité. Sur des aménagements, par exemple, urbains ou périurbains, sur des terrains vagues, on va avoir besoin d'apprendre à lire un relief, on va avoir besoin d'apprendre à lire les éléments qui l'impactent. Donc c'est pas que pour des enjeux ruraux. Hein. Et puis, donc, on a des outils comme ça techniques, et puis on a des méthodologies. Je vous donne un exemple que j'utilise beaucoup, qui est Yobredim. Pareil, je survole complètement, mais simplement pour dire que la perma, c'est pas juste des principes, des valeurs et puis des outils, mais c'est aussi comment et dans quel ordre on va essayer de créer des séquences d'actions qui sont cohérentes. Hein, des récits, en fait, hein, des récits d'action. Clairement, on va commencer par s'interviewer soi-même ou les bénéficiaires de son projet ou les autres pour aller chercher le désir, les compétences, les incompétences, les peurs, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans mon projet, voilà. Des millions de questions qui bien sûr sont contextuelles. Dans les projets collectifs par exemple, une question qu'on pose jamais assez au début, quel est mon rapport à la propriété? Voilà. Ça c'est absolument vital parce que c'est une source de conflit infini ensuite. Donc des questions, il y en a une infinité, elles sont contextuelles.
des observations à la fois directes et en faisant venir des yeux plus éduqués que les nôtres aussi. Ça, c'est très important. Hein, on croit qu'on regarde, mais on ne sait pas ce qu'on regarde la plupart du temps. Donc, s'entourer de compétences aussi pour observer. De ça, on va tirer des bordures, des ressources, on va savoir qu'est-ce qui borde notre terrain, qu'est-ce qui est limitant, qu'est-ce qui peut être ressourçant. Le voisinage, par exemple, hein, toutes les dynamiques de voisinage, que ce soit en ville ou à la campagne. Il vaut mieux se faire un ami, un allié du voisin qu'un ennemi. C'est con dit comme ça, mais c'est vraiment des choses moi, dont j'ai vu l'application concrète quand c'était pas fait. C'était bien dommage. Et puis quand on l'a fait, ça faisait du bien ensuite. Et puis on a tout un tas de processus d'évaluation que je ne vais pas trop détailler, simplement pour dire qu'on va prendre des éléments et les analyser, comprendre leurs besoins, leurs fonctions, pour savoir où est-ce qu'il va y avoir des incompatibilités. Alors je donne un exemple encore une fois rural, mais ça vaut pour tout, mais comprendre les besoins et fonctions du poulailler, de la serre à semis, du compost, du jardin potager, ça va permettre de ne pas mélanger les trucs qui ne doivent pas être mélangés et de rapprocher les trucs qui doivent être rapprochés. Voilà, pour dire les choses de façon rapide, c'est ça. Et puis, on va concevoir notre espace. La conception en permaculture, c'est pas juste faire des plans. Ça, c'est la partie sympa en conférence, on montre, c'est joli. Mais c'est faire des calendriers prévisionnels. C'est décider qui décide dans des projets collectifs. C'est la gouvernance. C'est les notes d'intention. C'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment la conception globale. Un design, ça tient pas sur un papier. C'est un dossier. Après, voilà, si on veut juste faire une jardinière, on n'a pas besoin de faire un dossier. Mais sur des gros projets, voilà, la conception, c'est vraiment très vaste. Ça prend plein de formes. Et puis, on fait ce qu'on a à faire, c'est l'implantation. Et la maintenance, la culture de la maintenance dont je parlerai tout à l'heure, notamment sur la question de gestion des déchets, qui est très très importante en permaculture. Bon, et avec tout ça, là, ces principes, ces outils, ces méthodologies, qu'est-ce qu'on fait? Exemple, le plus simple, celui que vous pouvez faire chez vous, où que vous soyez, c'est la démarche permaculturelle de mon ami Simon, quand il était à Marseille. Donc ça, c'est Simon Decoq, il est maraîcher, permaculteur, il était écologue avant d'être à Terra, c'est un de mes camarades et pères et amis. Avant de faire la perma, il était donc écologue dans un laboratoire de recherche à Marseille, en milieu complètement urbain. En tout cas, il vivait, lui, en plein milieu de la ville. Et ça lui manquait beaucoup d'avoir un jardin, parce qu'il a toujours grandi avec des animaux, des plantes, etc. Donc du coup, il s'est rendu compte qu'à côté de son lieu de travail, il y avait un bosquet, avec des sols forestiers, des petites plantes, des feuilles mortes, des insectes, etc. Et tous les jours, il allait ramener un peu de sol comme ça dans son sac à dos pour le ramener chez lui. Et puis, il a vu que toutes les jardineries jetaient à la poubelle, au rebut, des pots de fleurs, des choses parfaitement utilisables pour faire pousser des plantes. Il les récupérait aussi. Là-dedans, il faisait de l'association de culture. Donc, il mutualisait plein d'effets. Par exemple, sur une treille en bois, il faisait pousser un pied de tomate, dans lequel il faisait grimper un haricot grimpant. Pareil, tout de suite, effet de synergie. Alors, à la fois, partage d'espace, même si bien sûr ça a des limites aussi parce qu'il peut y avoir une concurrence racinaire, mais quand même partage d'espace, production alimentaire. Et puis il se trouve que le haricot, c'est de la famille des fabacées, des légumineuses, ça fixe l'azote atmosphérique dans les sols. Et ça tombe bien parce que la tomate, ça consomme énormément d'azote. Donc il a créé comme ça des effets de synergie sur des tout petits espaces. Et puis au pied, en plus de ces plantes-là, il allait mettre du basilic et des choses qui allaient être protégées à la mi-ombre. Et puis, bien sûr, dans le sol forestier qu'il ramenait, il y avait de la vie. Il allait chercher des cloportes, des vers, des machins, etc. Toute une biomasse, finalement, tout un tas de petits êtres vivants, pour s'en parler, bien sûr, des bactéries présentes dans les feuilles mortes, la terre, etc., qui vont travailler la terre, qui vont permettre de faire un sol vivant. Un sol, de toute façon, ce qu'on appelle un sol, en écologie, c'est vivant. Sans vie, le sol, c'est le sable du désert ou la roche désertique. Le sol, c'est forcément vivant. Et puis, plutôt que de faire un composteur à côté et puis ensuite mettre son compost, lui, il découpait directement ses déchets de cuisine en petits morceaux. Et puis tout ça, c'était récupéré par les vers, les cloportes, les machins, etc. Et tout ça, c'était bouillonnant de vie. Et comme, en plus, il n'allait pas acheter du terreau stérilisé ou quoi, il y avait plein de graines qui poussaient parce que c'est de la terre qu'il avait ramassée sous les arbres, etc. Plutôt que de tout arracher en disant c'est des mauvaises herbes, hein, nous, en permaculture, on a un nom affectueux pour les mauvaises herbes, on appelle ça des adventices. Et lui, il laissait plein de choses, et notamment des fleurs qui faisaient venir d'autres insectes, des abeilles, etc. Et puis comme il était à Marseille, le soleil, ça cogne super fort. Et puis l'été, il s'est rendu compte que ça chauffait trop, ça risquait de mettre en péril la vie qu'il y avait dans ces pots de fleurs à cause de la surchauffe. Donc il allait chercher des boîtes de palettes, des récup de machins, etc. Puis il les a mis devant les pots de fleurs pour limiter la surchauffe de la terre. Du coup, quand on reprend tous les principes que j'ai racontés tout à l'heure, on voit qu'en fait, déjà, sur des échelles comme ça, on peut appliquer tous ces principes, quand on en a la conscience. Il a obtenu une production parce qu'il produisait beaucoup sur petite surface, puis il produisait des légumes, des fleurs, de la biodiversité de façon indirecte,
Il observait son environnement et par exemple il acceptait la rétroaction des changements de saison en étant inventif, en amenant des planches de bois pour protéger de la surchauffe. Il utilisait des ressources et services renouvelables en allant chercher des insectes, des feuilles mortes, etc. Mieux que pas produire de déchets, il a valorisé des choses qui auraient fini à la décharge s'il n'avait pas récupéré ses pots de fleurs. Il a intégré plutôt que ségréguer les mauvaises herbes, non, les adventices et les fleurs qui venaient spontanément. Du coup, ça valorise la diversité, la biodiversité. Très important, solution lente et à petite échelle, quand je parlais du moment où il va chercher sa terre, là, et qui fait tous les jours un petit aller-retour, qu'il aurait fait de toute façon pour aller bosser, pour aller chercher un peu de terre, puis petit à petit, ça lui fait pas mal de terre. S'il avait pris sa bagnole pour aller dans une jardinerie en périphérie, ou pour simplement aller charger dans sa grosse bagnole des sacs de terreau enrobés dans du plastique, pour consommer du pétrole pour y aller, des produits qui viennent d'une chaîne industrielle, etc., il n'aurait pas été dans la même logique de sobriété qu'en faisant ces petites actions lentes et quotidiennes. Du coup, ça, on va le retrouver, ces logiques-là, on va les retrouver appliquées au jardin en général. Ça, c'est le jardin de Joseph Chauffret, qui est un gars qui produit énormément, qui produit des records annuels de production de légumes sur des toutes petites surfaces, en utilisant là, la verticalité, les strates, le paillage, la diversité végétale. Bon, je dois avancer, mais j'aurais envie d'en parler plus. On va avoir bien sûr ça, ce qui est un peu ce que j'appelle un peu la catégorie reine de la permaculture, c'est un peu l'imaginaire que les gens se racontent quand ils ont envie de transitionner. C'est je vais vivre dans mon foyer autonome à la campagne et produire ma nourriture, mon énergie, etc. Ça, c'est la famille Baronnet, qui est une famille assez connue parce qu'elle vit en autonomie depuis très longtemps. Ils ont beaucoup de low-tech. Là, on voit un peu de photovoltaïque, mais ils ont aussi beaucoup de panneaux solaires thermiques qui utilisent directement l'énergie du soleil pour créer de la chaleur. Ils chauffent leur maison au soleil direct par la serre bioclimatique. Ils produisent toute une partie de leur autonomie alimentaire. Ils sont autonomes en eau à 100% et ils utilisent des fours solaires. Ils utilisent tout un tas de low-tech. Si jamais la low-tech ça vous intéresse, il y a Philippe Biwix qui a écrit L'âge des low-tech, qui est un bouquin absolument passionnant. Donc voilà, on peut l'appliquer bien sûr dans son foyer, sachant qu'ils sont autonomes à 50% en nourriture, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et en permaculture, on ne vise pas forcément le 100%. Parce que puisqu'on veut vivre en société avec les autres, on n'y vit pas en autarcie, on échange. Je produis des choses que mon voisin ne produit pas et vice-versa. Autre échelle d'application, l'agriculture professionnelle, on va retrouver tous les principes qu'on va utiliser au jardin, plus les dimensions économiques, d'économie circulaire. Nous, à Terra, on utilise l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un modèle économique mis en place par le laboratoire Artemis. C'est plus ou moins la permaculture appliquée à l'économie. Les collectifs et communautés, les écolieux, les tiers-lieux polyactivités, les jardins partagés, enfin tout ce qu'on veut. Et bien sûr, les échelles plus grandes, communes, villes, villages et les territoires. Un exemple de projet de territoire en permaculture, c'est le projet Terra, dont je fais partie. On est un projet expérimental de développement territorial installé dans le sud-ouest depuis 6 ans, 6-7 ans maintenant. On est plus de 70 ans, maintenant c'est 75, en 2 mois on en a encore pris 5 de plus. Plus de 70 habitants installés sur le territoire. Un des piliers, un de nos horizons de long terme, un des objectifs les plus importants de Terra, c'est d'instaurer sur le territoire un revenu d'autonomie en monnaie citoyenne locale, en valorisation d'une production locale respectueuse des humains et de la nature. Ça, c'est une paraphrase de l'éthique de la permaculture. Prendre soin des humains, prendre soin de la nature et partage équitable. On est organisé autour de lieux de vie et de production conçus et ou transformés avec l'aide de la permaculture. On n'est pas un éco-village, hein. On est un écosystème territorial. Donc il y a différents lieux. Il y a des lieux, il y a une ferme, je vais vous montrer de toute façon. On a une gouvernance en partage, bien sûr avec plus ou moins d'échecs et de réussites, parce que c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais on a des outils, on est obligé de s'outiller vraiment pour apprendre des outils de sociocratie, d'holacratie, gouvernance opale, etc. On mutualise nos ressources et voilà, je vous ai dit, on utilise l'économie de la fonctionnalité. On essaime sur le territoire au fur et à mesure de nos avancées et on est suivi par un conseil scientifique puisqu'on a besoin de réflexivité dans ce genre de projet. Il ne faut pas juste se gargariser d'être du bon côté de la barrière. Nous, on est super, on est vertueux, on fait de la perma, on est des projets de transition. Oui, mais non, en fait, pas forcément. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'on était complètement à côté de la plaque il y a 3-4 ans sur les questions de travail. Et grâce à un conseil scientifique, on a des gens dont c'est le métier qui nous ont dit là, vous allez dans le mur. Donc on a besoin aussi de ce retour. Hein. On n'est pas juste, c'est aussi très vivant. Hein. On a besoin d'interaction aussi descendante vers nous et pas juste nous pour dire regardez, on apporte des solutions.
On a 3 lieux d'implantation aujourd'hui. La ferme de l'Artel, qui est notre ferme polyactivité en permaculture. On a du maraîchage professionnel. Une forêt-jardin, c'est en gros le forêt-jardin, jardin-forêt, forêt comestible, c'est des termes voisins. En gros, c'est du verger très diversifié. On ne fait pas pousser que des fruits, mais aussi des plantes aromatiques, médicinales, etc. On essaye de densifier les cultures. C'est un peu la vision du jardin d'Éden sur le papier. Hein. Dans la réalité, il y a toujours des contraintes, mais c'est quand même très très chouette. On est content de l'avoir. On fait de la boulange au levain et au blé ancien. On essaie de protéger le patrimoine génétique, puis de la santé aussi du consommateur, du mangeur. Une activité de tisane. On a une menuiserie où on a beaucoup de bois de récup. Notre mobilier dans nos lieux, notamment notre épicerie qu'on a ouvert récemment, c'est du bois de récup. On fait de l'événementiel et de la formation un petit peu. On a du petit élevage et on a même des gens qui sont en train de s'installer pour la bière, etc. On a le projet de quartier rural à Trintel, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas trop revenir dessus, si ce n'est que la permaculture, on l'a utilisée pour la conception, mais pas forcément, en tout cas pour l'instant, sur la future partie agricole. On l'a utilisée principalement sur l'aménagement de ces parties habitées-là, et notamment, moi j'ai animé un atelier sur le positionnement des maisons. Comment on positionne dans l'espace les maisons des futurs habitants, avec les futurs habitants bien sûr, en fonction des besoins, des fonctions attendues du bâti par chacun. Comment est-ce qu'on concilie les besoins d'intimité et de mutualisation? Comment est-ce qu'on concilie les besoins de vue et de protection de la vue? Comment est-ce qu'on mutualise les besoins de protection des nuisances sonores et l'implantation notamment d'un centre d'éco-construction à proximité pour avoir de l'activité de construction écologique et d'activité professionnelle sur le site? Donc en fait, cette analyse complexe, on voit bien qu'on peut l'appliquer bien au-delà des questions agricoles, mais aussi dans les questions simplement de tous les lieux humains. Et puis, on est implanté au niveau du siège social dans un village où on a ouvert depuis plusieurs années différentes activités professionnelles de services, des activités associatives et depuis l'an dernier une activité d'épicerie bio et locale avec un réseau d'agriculteurs dans le coin, au-delà simplement de la partie collectif de Terra, puisqu'on n'est pas là pour faire notre truc entre nous, on est là pour dynamiser le territoire et être acteur du territoire. Donc on est bien sûr aujourd'hui les frontières entre les membres de Terra et la population déjà installée sur place quand on est arrivé est de plus en plus floue, puisque notre but, c'est que ce logo-là, il disparaisse. On s'en fout, lui. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la vie, de la résilience qui prend soin de l'humain et de la nature sur le territoire. Voilà, ça c'était, je vous ai vu montrer cette photo déjà tout à l'heure. Aujourd'hui, on est encore beaucoup plus nombreux. Et puis, dernier petit exemple, les grands territoires. Je ne rentre pas du tout dans les détails, mais simplement pour dire que des approches très proches de la permaculture ont été appliquées, notamment en Chine, il y a une quinzaine d'années, voire 20 ans maintenant, même plus. Oh là, mon Dieu, ça passe vite. Sur des territoires qui font plus que la taille des Pays-Bas, 35 000 km² de hauts plateaux arides, où on est passé en 15 ans de ça à ça, avec des logiques à la fois de terrassement, des logiques économiques, des logiques de prise en compte des besoins de la population, des logiques de consultation pluridisciplinaire qui ont permis de sortir 2,5 millions de personnes de la misère, de multiplier les revenus agricoles par 3, de faire un retour des écosystèmes dans des milieux qui étaient surdégradés par le surpâturage. Voilà. Donc, c'est une histoire que j'aurais trop envie de vous raconter, mais voilà, simplement, parfois, une image vaut mieux qu'un long discours. Et on voit que la permaculture, avec tout ce qu'elle dit de sobriété, elle ne s'inscrit pas du tout en faux par rapport au développement de la vie et de l'économie, en tout cas à certaines échelles. Voilà. Hein, peut-être qu'on n'a pas besoin, on prône la suppression de l'iPhone 48, mais par contre, on prône le développement économique des territoires sinistrés écologiquement et économiquement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour des exemples d'applications qui peuvent aller très très loin. Et je vais faire une dernière partie sur 4 principes de permaculture en lien avec la sobriété. On va aller assez vite, mais simplement pour illustrer, tous les principes de perma sont en lien avec la sobriété de façon plus ou moins directe, mais il fallait en choisir quelques-uns. On les voici. Les ressources et les services renouvelables, ne pas produire de déchets, créer des petits systèmes intensifs et mettre en place des solutions lentes et à petite échelle. Utiliser et valoriser des services et des ressources renouvelables. Ce qui est renouvelable, selon nous, c'est quand une ressource elle est renouvelée par des processus naturels dans un laps de temps humainement raisonnable. Le pétrole, c'est renouvelable, hein, il faut attendre juste 200 millions d'années. Donc on ne va pas le mettre dans cette case-là. Mais voilà, un arbre, une carotte, un animal, de la biomasse X ou Y, bon, ça souvent c'est renouvelable dans des laps de temps humains raisonnables.
Alors, on veut valoriser ça. On n'est pas des ayatollahs et des anti-pétrole, parce que justement, on a la conscience que le pétrole, c'est de la potion magique, que c'est merveilleux. Donc, en phase d'installation, par exemple, je veux terrasser ma colline parce que j'ai trop d'érosion pour mettre en place des cultures durables et soutenables. Alors, soit j'ai 100 copains avec moi, avec des pelles et des pioches, et on va le faire. Et on le fera peut-être quand la société elle aura transitionné. Mais en attendant, comme on est encore bien seul dans les campagnes, on va peut-être utiliser un bulldozer les 3 premiers jours. Par contre, on va faire en sorte d'utiliser de l'énergie non renouvelable, fossile, dans des endroits où on n'aura plus besoin de l'utiliser ensuite. Et puis finalement, quelque chose dont je voudrais parler, qui est assez lié avec la question de sobriété, c'est la différence entre les services et les ressources. Quand on coupe un arbre pour avoir du bois, c'est super, on peut en replanter un autre, c'est une ressource renouvelable. Quand je profite de son ombre, je n'ai pas besoin de le consommer pour en profiter. Un service, c'est quand on peut profiter d'un effet utile d'un système ou d'un objet sans le consommer. Quand je me chauffe au bois, oui, c'est plutôt renouvelable, c'est plutôt intéressant. Bon, si ma maison est bien isolée, que je ne passe pas 20 stères de bois par an dedans, c'est plutôt intéressant. Mais si ma maison elle est bien orientée, qu'elle est conçue de façon bioclimatique et que je la chauffe au soleil, en réalité, en hiver, je n'ai pas besoin de replanter un soleil dans mon jardin à la fin de la journée. Il est là toujours le lendemain. Donc, en termes de sobriété en permaculture, on va vouloir d'abord, le moins possible, les énergies fossiles. Ensuite, les ressources renouvelables, c'est super. Et partout où on peut, des services renouvelables, où on n'a pas besoin de consommer de la ressource et d'aller un peu contre le sens de la vie pour obtenir l'effet utile dont on a besoin. Alors parfois, on n'a pas le choix, il faut utiliser des ressources. Mais partout où on peut le faire, je dis ça parce que, pareil, ça semble con, hein, mais quand moi je vois à la campagne, et même, de toute façon, en ville, on fait comment à la campagne, des gens qui ont un jardin, ou même qui ont plein d'espace dans leur maison, et qui sèchent leur linge avec un sèche-linge conçu avec des métaux rares, voire même de l'électronique maintenant, alimentés au charbon, au pétrole ou au nucléaire pour les faire fonctionner. Alors, il y a le soleil dehors, c'est extraordinaire. Puis moi, j'ai pas de sèche-linge, j'ai pas de jardin, et je fais quand même sécher mon linge dedans, ça marche aussi. Donc, il y a un peu un enjeu de revenir vers une conscience de, mais finalement, tout ce que j'utilise d'énergie de colossale, finalement, ça me demande pas. Voilà, quand on parle des efforts à faire pour la sobriété, ça demande pas beaucoup d'efforts d'attendre du linge sur une corde. Hein. Donc finalement, parfois, il y a des endroits où c'est quand même facile de revenir à la sobriété. Et puis, on va effectivement faire la différence entre les services et les ressources. Et on va aussi faire attention à ne pas confondre Pardon ? Ouais. On va bientôt passer aux questions, très bien. On va essayer de ne pas confondre la ressource et le moyen de le capter. Le soleil, c'est renouvelable. Le panneau photovoltaïque, avec ses cellules de silicium métallurgique qu'il a fallu faire fondre dans des fours à pétrole ou à charbon, peut-être un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de panneaux photovoltaïques. Mais ça veut dire que dans une démarche de sobriété, on va aussi interroger la chaîne de production de nos outils de captation d'énergie, notamment. Bon, prendre en compte l'irrégularité, je passe. Au niveau des déchets, je passe très vite parce que je voudrais quand même conclure et on est un petit peu en retard. Simplement pour dire que c'est une notion quasi inexistante dans les systèmes naturels et c'est pour ça qu'on veut s'en inspirer. On veut s'en inspirer, notamment dans tous les cycles du compost, etc. Quand vous chiez dans l'eau potable, vous gâchez 2 ressources, l'eau potable et la merde. Pour des enjeux de maintien des fertilités sur les territoires, quand tout part à l'océan, c'est bien dommage. Donc voilà, un déchet, c'est une ressource qu'on ne sait pas valoriser. Oui. La question de la gestion des déchets en permaculture, elle touche à 2 choses, la sobriété et la créativité. Au niveau de la sobriété, on a une petite règle en perma, c'est les 5 R, donc c'est refuser l'iPhone 25, refuser d'aller au Qatar pour voir la Coupe du Monde dans des stades climatisés. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, c'est magnifique. Réduire, c'est quand on ne peut pas complètement arrêter, mais qu'on peut quand même réduire notre consommation, notamment de pétrole, etc. Réutiliser, ça c'est vraiment la question de la créativité. Ma bouteille en plastique, bon déjà la bouteille en plastique est un objet qui ne devrait pas exister, mais admettons, la bouteille en plastique, comment je vais l'utiliser pour me faire un lampion sur ma terrasse, comment je vais l'utiliser pour en couper le haut, remplir de terre, l'enfiler sur une branche de figuier et faire du marcottage pour avoir un nouveau figuier. Bon, je vais essayer d'être créatif pour au moins faire durer la ressource, quoi. Et puis réparer, on en revient à la question de la compétence.
je vais utiliser un peu d'énergie et beaucoup de compétences pour réparer mon lave-linge plutôt que d'aller en acheter un autre. Parce que dans une société où acheter un nouveau lave-linge, c'est moins cher que le faire réparer, c'est pas moins cher, mais il y a un coût caché quelque part. Il est soit environnemental, soit humain, ou les deux. Le recyclage, oui, juste le recyclage, c'est super pour tout ce qui est naturel, mais ce n'est pas du tout une panacée écologique en ce qui concerne les matériaux comme le verre ou le plastique. Hein. Mettre la bouteille en verre, la casser au moment où on la jette, hein, vous savez, hein, pour qu'elle soit refondue pour refaire la même bouteille, c'est quand même un peu con. Hein. Donc les questions de consignage, par exemple, de consigne, sont en train de revenir, alors plutôt par la base, dans les petites épiceries locales, etc. Mais il y a un besoin là d'un mouvement plus massif. Et la maintenance. Quand on est arrivé à Terra, qu'on était tous des néo-ruraux, qu'on ne savait pas par quel bout fallait tenir la bêche, on a acheté des sécateurs. Au bout de 3 mois, on avait l'impression qu'ils avaient 30 ans. Hein, parce qu'on n'avait aucune culture de la maintenance. C'est quelque chose qui s'est perdu, ça a sauté 2 générations. Alors que le petit papy qui nettoie bien son sécateur, qui le fait tremper dans l'huile après chaque utilisation, etc., lui, il a tout compris. Il utilise quand même un sécateur, hein, on ne coupe pas les branches avec nos doigts. On peut utiliser la technologie, mais avec une culture de la maintenance, on va la faire durer et réduire son besoin de renouvellement et donc réduire les déchets et la création de neuf en permanence. Les petits systèmes intensifs, c'est compliqué d'aller vite. Hein. Les petits systèmes intensifs, et je passerai peut-être. Est-ce que je passe sur le dernier? Ah non, je ne peux pas passer sur le dernier, c'est pas possible. Simplement pour dire que, principe de bon sens, plus j'assouvis mes besoins sur un petit espace, plus je peux redistribuer aux humains et à la nature. Principe de bon sens. Se poser la question de est-ce que je peux entretenir mon système sans énergie fossile? Concrètement, quand on est un peu extensif, on a un grand jardin, etc., qu'on tond avec un tracteur ou une tondeuse, est-ce que si j'ai plus de pétrole demain, je peux continuer à l'entretenir? Si la réponse est non, il faut se poser des questions de resserrement du design. Le moindre effort pour le plus grand changement, c'est simplement pour dire que c'est pas qu'on est des feignants en permaculture, mais que ce qu'on fait est complexe. Et du coup, nous avons besoin d'économiser notre énergie à nous aussi. La sobriété, c'est aussi arrêter de s'agiter en tant qu'humain et se reposer et prendre soin de sa santé. C'est aussi pour ça qu'on réfléchit avant d'agir en perma pour arrêter de perdre du temps. Hein. On dit... non, ça, je le dirai après. Mais en tout cas, et aussi... Ah ouais, mais c'est compliqué, là, je peux pas là. C'est trop important, là. Un élément remplit plusieurs fonctions. Vous savez qu'il a peut-être un cousin, ce principe, c'est chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Chaque fonction est remplie par plusieurs éléments, c'est un enjeu de résilience. Quand il y a si j'ai plein de sources d'approvisionnement en eau différentes, le réseau, un puits, une réserve sur le toit, etc., s'il y en a une qui pète, je peux utiliser les autres. Et ce principe-là, c'est vraiment un principe d'intensivité et de sobriété, puisque un arbre qui fait de l'ombre, c'est cool. Un arbre qui fait de l'ombre, qui produit des fruits, qui a des fleurs nectarifères, mellifères pour faire venir les abeilles et les autres pollinisateurs, qui a du feuillage comestible pour les humains ou pour les animaux, voilà, qui a un système racinaire puissant, qui va fixer l'humidité dans les sols, c'est mieux en fait. Donc je vais plutôt planter celui-là, comme ça je vais assouvir plein de besoins dans pas beaucoup d'espace. Allez, Jean-Quille, ouais, bon allez, j'ai dit l'essentiel. Ah oui, si. Encouragement à la créativité. Plus on va essayer de créer un nombre important de fonctions sur un petit espace, plus on va stimuler notre intelligence et notre créativité. Vous écrivez, vous savez très bien de quoi je parle. Quand on ne se met pas de cadre dans l'écriture, c'est la page blanche. Quand on se donne un cadre, c'est beaucoup plus facile d'avancer et de créer. C'est pareil en permaculture et dans la création des aménagements humains. Dernier principe, c'est le dernier. Solution lente et à petite échelle. Ralentir les échanges et la circulation entre les systèmes, c'est un peu ce dont parlait Jean-Louis tout à l'heure sur réduire le nombre de kilométrages annuels, etc. On prend le train, mais on le prend moins souvent, etc. C'est qu'on a plus de temps pour s'occuper de nos systèmes. Quand je suis constamment en train de galoper dans les transports toute la journée, j'ai pas de temps pour m'occuper de mon chez-moi, en fait, de monter en conscience sur mon environnement. Et c'est pareil pour la vitesse. La vitesse, plus je vais vite, plus je perds mon sens du subtil. Si je traverse une forêt en TGV ou si je la traverse à pied, je n'apprends pas les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais prendre le TGV, mais vous m'avez compris. Ouais, ça je passe, tant pis. Grandeur et vitesse, je passe. Partie d'un... ouais, allez, si, j'en fais un. Grandeur et vitesse. Une quantité d'énergie donnée peut faire avancer un petit objet vite ou un gros objet lentement. Nous, on s'est habitué à faire bouger des objets énormes très vite. Ça s'appelle un avion, par exemple. Sauf que si on veut sortir d'une consommation colossale d'énergie, il va falloir accepter qu'on va devoir ralentir un petit peu le déplacement des projets ou des objets importants. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est nécessaire.
Parce que ça consomme. Moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion et que j'ai décidé de plus jamais le prendre, j'ai atterri au bout d'un vol de 2 heures et j'ai vu les 4 camions citernes qui venaient pour remplir le machin, quoi. Je me suis dit, bon, c'est fini, ça suffit. Et la lenteur, simplement pour dire que autant la petite échelle, on comprend, c'est facile. La lenteur, c'est difficile. D'ailleurs, je parle très vite parce que je me sens pressé par le temps dans une société où tout va très très vite et on n'a pas le temps. Mais c'est la lenteur en fait qui va créer de la rentabilité à long terme. Je donne un exemple dans les systèmes naturels, mais c'est pareil pour les humains. Alors pour les humains, ma maman disait toujours la précipitation est toujours source de perte de temps. Mais dans la nature, on voit par exemple que les arbres qui poussent très vite, passé un certain âge, produisent moins de bois annuellement que les arbres qui poussent lentement. Donc les rentabilités de long terme, c'est aussi d'intégrer la lenteur dans ce qu'on a besoin de produire. Ouais, dis-moi. Ouais, on revient sur la question de... C'est complexe tout ça, et encore là, je n'ai le temps que de vous en présenter la surface. Donc comme c'est complexe, c'est difficile. C'est pas grave, c'est super, c'est passionnant aussi. Du coup, si je m'attaque à changer mon village ou ma ville en permaculture dès le début, je risque de me péter les dents, faute de compétences et d'expérience. Partir du foyer de l'individu, ça veut dire qu'on veut stimuler le changement par la base en permaculture. On va stimuler le changement, j'ai pas entendu. Le changement par la base. Par la base. Et que du coup, on va se motiver en obtenant des résultats relativement rapides sur des petites échelles. Plus j'applique la permaculture sur des grandes échelles, plus j'ai besoin de patience et d'humilité. Plus j'agis sur des petites échelles, plus ça va aller vite. Ma jardinière en permaculture, j'ai pas besoin de 4 ans de conception pour voir les résultats. En revanche, ma maison ou mon éco-village en perma, ou même ma ville, il faut s'inscrire dans du temps long. Et c'est ça qui parfois tiraille, parce qu'on a conscience de l'urgence aujourd'hui de la transition, et en même temps, on ne peint pas un tableau vert avec de la peinture rouge, et si on veut créer une société qui prend plus le temps de prendre soin d'elle-même et de l'environnement qui la soutient, on est obligé de ralentir et de commencer petit. Pour conclure un peu, c'est que l'intérêt de la perma, elle a été pensée comme une culture. D'ailleurs, l'adjectif de permaculture, c'est pas permacole. On entend parfois permacole, ça renvoie à agricole. Mais en vrai, c'est permaculturel. Ça a été pensé comme une culture et pas comme une solution miracle ultra spécifique. Son champ d'application, il est infini dès qu'on touche à l'action de l'humain sur son environnement. Les principes de la perma, ils sont intimement liés avec la notion de sobriété. Cette sobriété, elle est perçue non pas comme une punition, mais comme un préalable à ce qui va être durable, ce qu'on va pouvoir redistribuer et surtout on va pouvoir vivre dans un environnement qui existe encore. Et puis, ça prend soin de l'humain et du reste du vivant. Ce qui va décroître en consommation d'énergie, de ressources, d'espace, ça va impliquer un développement de notre créativité, de notre inventivité, de nos compétences, et puis, par effet corollaire, de toute la biodiversité et de l'environnement qui nous soutient. Et moi dans tout ça, et vous dans tout ça, comment est-ce qu'on fait pour à la fois aller vers notre sobriété en co-développement un environnement vivant et qui remplit quand même nos besoins, parce qu'on a des besoins, ils sont légitimes. L'auto-évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure, l'histoire des besoins, addiction, etc. S'auto-évaluer en compétences. J'ai dit, pour diminuer nos dépendances, il faut monter en compétences. Mais ça, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Moi, j'ai un fichier avec une liste de compétences qui balaye absolument tout ce qui se passe d'important dans ma vie. Des compétences professionnelles, compétences en bricolage, jardinage, relations humaines, gestion de conflits, gestion de projets, tout ce que vous voulez. Et je prends un malin plaisir chaque année à faire un bilan. Et donc je me mets à 0, c'est que je ne sais rien faire. À 10, c'est que je maîtrise. Donc évidemment, je suis à 10 quasiment nulle part. Hein. Et à 5, c'est que je me débrouille. Et je prends un malin plaisir et c'est stimulant et encourageant chaque année de pouvoir rajouter 0,5 ou 1 à tel ou tel domaine et se sentir monter en compétence et en responsabilité et en puissance dans sa propre vie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se former. On ne s'improvise pas permaculteur ou expert low-tech. Voilà. Il ne suffit pas de juste le décider. Il y a des compétences à aller chercher aussi, là. Et les petits pas, j'ai mis plein de trucs. Alors avant les petits pas, il y a s'entourer. On parlait du soutien et de la solitude. Des pairs, des personnes d'expérience, des camarades pour se serrer les coudes dans des projets collectifs. Et les petits pas, il y en a plein en fait. Et ça dépend de nos sensibilités et puis de là où on est. Ça peut être la connaissance, hein, aller lire le rapport du GIEC par exemple. Ça peut être se former pour mettre un premier pas dans la conception, visiter des écolieux, produire une partie de son alimentation, y compris derrière sa fenêtre. Ça ne sert pas à rien de le faire sur 1 mètre carré. Ça ne sert pas à rien. Parce que si on ne commence pas à le faire sur 1 mètre carré, on ne le fera pas sur 10 mètres ou 100 mètres carrés. Refuser l'iPhone 25, partir en vacances de façon locale,
avoir des loisirs bas carbone, prendre du temps de qualité avec soi-même, etc. Voilà, j'en ai dit 10, il y en a 1000. Mais voilà, en vrai, il y en a plein des petits pas. Et ce qu'il faut, c'est vraiment, notre rôle, c'est de le rendre accessible et puis de dire donner cette idée aux gens qui peuvent les faire. La bonne réponse, de toute façon, c'est celle qui donne envie et qui est adaptée à nos moyens. Face aux obstacles que j'ai évoqués tout à l'heure sur la sobriété, le désir, la joie, le plaisir vont être beaucoup plus encourageants pour avancer que la peur. Voilà. Pour aller plus loin, je vous mets une biblio que je vous chante parce que vous n'en avez pas besoin. Ce sera en fonction de vos besoins. Et si jamais il y en a que ça intéresse vraiment, bon, moi je forme à la perma, mais au-delà des formations, n'hésitez pas. Moi je vais rester là encore de façon un peu aujourd'hui, là, mais n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des questionnements, si vous avez besoin d'échanges, etc. Voilà. Et si vous venez en formation, je me ferai un plaisir d'avoir plus de temps pour prendre 3 jours avec vous pour parler de surtout franchement, c'était quand même bien resserré et très intense. Merci beaucoup. On a quand même un peu dépassé le timing. Désolé pour le timing. Vous avez parlé à un moment que le conseil scientifique vous avait ouvert les yeux par rapport au rapport au travail. Oui. Vous pourriez juste en parler rapidement ? Ouais. Rapidement. La lenteur. Oui. C'était la 3e année qu'on était implanté, je crois. Et en fait, on avait une experte du travail qui s'appelle Frédéric Debout, qui faisait partie des universitaires et des scientifiques qui étaient là. Et elle nous a dit, mais en fait, vous n'avez pas... Parce que les premières années, on est arrivé, il y avait tout à faire, pas beaucoup de séparation des tâches, etc. Tout le monde faisait un peu de tout, beaucoup d'épuisement, beaucoup d'épuisement, parce que c'est très intense ce dans quoi on s'est lancé. Hein. Comme on n'est pas juste un projet de lieu, qu'en plus on est ouvert sur le territoire, il y a énormément de dynamiques et de dimensions à prendre en compte. Que ce soit la production, le lien avec les territoires, les financements, les machins, le lien humain, prendre soin de la gouvernance aussi, etc. Donc on faisait un peu tout le temps. Et au bout de 2-3 ans, on n'avait pas encore beaucoup d'activités professionnelles lancées, alors que pourtant on travaillait toute la journée. Et qu'on survivait soit sur des économies, soit sur nos RSA, soit sur ce qu'on veut. En fait, on survivait et on était comme peut-être des gens qui lancent des startups connaissent aussi cette énergie-là. Et c'était difficile. Et on a eu des scientifiques qui nous ont dit mais attention, là, si vous continuez comme ça va casser. Vous n'avez pas de contractualisation du travail, d'engagement ils n'avaient pas de contrat d'engagement réciproque entre vous. Vous n'avez pas de formalisation, vous n'avez pas d'outils réflexifs pour pouvoir faire des récits d'expérience du travail, pas juste de raconter ce que vous faites, mais dire voilà, aujourd'hui, j'ai voulu faire ça, et la réalité, elle m'a dit non, pas comme ça. Et du coup, c'était compliqué, et je suis allé chercher de la ressource comme ça, et là, je galère, et là, je trouve pas les outils ou les compétences pour agir. Vous n'avez pas d'espace pour en parler. Et donc ça, c'est vraiment grâce à ça qu'on a fait arriver l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour avoir des REX, des retours d'expérience, des outils, des temps formalisés pour parler du travail, sur comment ça s'est passé, etc. C'est vraiment, ça a été un bon moment pour lever ce lièvre-là sur les questions de travail. C'est vraiment la recherche, en fait, ce que tu décris. C'est pour ça que c'est un projet expérimental. Je t'en prie. Ouais. Mais déjà, tout l'exposé, même ce qu'il y a eu avant la pause, c'est hyper rassurant. Parce qu'en plus, moi, mis à part écrire des scénarios, réaliser, être dans le cinéma, j'ai vraiment un projet d'aller vivre dans une éco-ferme dans le sud-ouest, venant aussi du sud-ouest. Donc ça fait du bien. Et du coup, ma question est telle, c'est comment est-ce qu'on intègre un projet comme ça, surtout quand on a justement un peu comme une vie comme moi de technicienne dans le cinéma. Je me suis toujours posé la question de comment est-ce que j'allais transitionner et aller dans un espace comme celui-ci, tout en continuant aussi à faire ce que je fais. Alors, je vais peut-être pas te donner une réponse, je vais te donner ma réponse, parce que moi je bossais à la télé, alors plus à la télé que dans le cinéma, j'ai bossé un tout petit peu dans le cinéma, mais surtout à la télé. Et surtout à la télé, voilà. Et pardon. Désolé. Surtout quoi, j'ai pas entendu. Je bossais surtout à la télé. Surtout à la télé. Et pas dans le cinéma. Mais bon, disons que je travaillais dans l'audiovisuel parisien, donc je peux me relier à ça. Alors moi, j'ai fait un burn-out. Mais disons que pour être moins brutal, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais besoin de tellement d'autres choses que c'est vrai que j'ai transitionné un peu brutalement. J'ai quand même gardé un pied-à-terre à Paris un certain temps, les 6 premiers mois, où je faisais des piges, etc. Je bossais à la télé pour mettre des sous de côté. Après, moi, je suis un peu intense. Donc, moi, j'avais besoin d'un moment donné il faut y aller, quoi. Donc, je ne sais pas de quoi demain ça sera fait. L'avantage aussi, quand même, sur la partie de l'angoisse économique quand on vient des grandes villes, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais
vivre à la campagne, ça coûte quand même littéralement 2 fois moins cher que de vivre à Paris. Donc être pauvre à la campagne, parfois c'est mieux vivre. Je vais vous faire baver, hein, mais je vis dans un 80 mètres carrés avec ma compagne et mon fils, avec des combles et un cellier, et on paye 400 € de loyer par mois. Hein. Donc bon, c'est certes un logement social, mais le logement, faut voir la gueule des logements sociaux à la campagne. Hein. C'est des pierres du XVIIe siècle et une belle maison de village en haut d'une bastide royale. Hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les angoisses liées à la transition et à changer de mode de vie, dans le réel, elles ont plein de solutions en fait. Et après, sur l'activité, on en revient à l'histoire de la pyramide. C'est un choix personnel. Moi, j'ai choisi de plus toucher à l'audiovisuel pendant quelques années, le temps de m'installer, aussi de mettre du sens dans mon action. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais quand même mettre mes compétences au service de projets dans lequel j'étais, qui lui-même est au service du vivant et de ce que je veux voir émerger. Et je me suis dit, OK, je ne vais pas faire ça toute l'année, ou je ne vais pas faire ça toutes les années. Mais par exemple, l'année dernière, et grâce au soutien de l'ADEME notamment, j'ai documenté en partie ce qu'on faisait, j'ai réalisé des portraits de transition. Voilà. C'est plus un travail documentaire, mais il y a aussi un travail de fiction énorme à faire autour d'initiatives comme celle-là. C'est aussi un moyen de relier finalement le mode de vie et l'action. Et j'ai aussi la croyance que si aujourd'hui je devais refaire de la fiction audiovisuelle, j'aurais beaucoup plus à raconter sur le sujet qu'avant de quitter Paris. Donc il y a aussi un truc de, finalement, je vais aller me ressourcer, je vais aller puiser de l'inspiration, et peut-être que mes anciennes compétences, elles vont forcément m'être utiles à un moment donné, je ne sais pas encore comment, mais elles vont être utiles. Donc c'est pas très précis comme réponse, mais en tout cas c'est mon parcours à moi. Voilà. On a vu en Chine ce grand projet de permaculture. Est-ce que tu as connaissance de projets de grande envergure en France portés par les services publics, ou ça reste encore à l'État, plus de communautés plus restreintes? Écoute, je n'ai pas connaissance en France de projets de l'envergure que ça je vous ai montré tout à l'heure. Ça renvoie aussi aux questions de démocratie qui ont été soulevées tout à l'heure. Parce que donc, en Chine, quand ils décident de faire un truc, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Voilà. Donc ça pose des questions de démocratie réelle. Après, aujourd'hui, il y a quand même en France, j'ai pas d'exemple d'initiative sur de très grande surface. Pour moi, Terra est l'une des seules initiatives de territoire en France qui ne soit pas juste un projet d'écolieu, mais un projet de territoire. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. C'est aussi pour ça qu'on est quand même pas mal suivi par l'ADEME, etc., et des laboratoires de recherche, c'est parce qu'on n'est pas encore très nombreux à faire ça. Mais il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui viennent chez nous pour se former, pour faire ça dans leur région. Donc on a espoir qu'il y ait de plus en plus d'expérimentation d'envergure. Donc moi, je n'ai pas d'exemple d'initiative pilotée par les pouvoirs publics. Par contre, il y a quand même des exemples d'initiatives suivies. Par la Biovallée, peut-être. Quoi ? La Biovallée, peut-être. Alors, j'en ai entendu parler, mais je connais pas très bien. C'est fait avec les collectivités territoriales. Alors ça, je connais pas très bien, donc je pourrais pas en parler, mais c'est certainement, peut-être. Ouais. C'est une vallée vers la Drôme, hein, il me semble. Hein. C'est très possible. La Drôme, ça bouge pas mal. Voilà, et où il y a vraiment une volonté d'être dans une forme de... En tout cas, ce qu'on voit, même s'il n'y a pas forcément de projets pilotés par les pouvoirs publics, ils sont de plus en plus suivis. Et nous, on voit, parce qu'on a des liens au département, avec la région, voire même avec l'Europe, il y a une envie quand même politique, je dirais pas globale, mais quand même assez puissante, de suivre d'un œil, voire de soutenir des projets de territoire comme ça, aujourd'hui, quand même, heureusement. Il y a Boris Obel aussi qui voudrait interpeller les pouvoirs publics et les collectivités pour faire un gros projet autour de l'autonomie alimentaire. Donc Boris Obel d'un autre écolieu qui s'appelle Etika Mondo, E-T-I-K-A, Mondo, M-O-N-D-O. Donc voilà, il y a aussi des projets autour de l'agriculture écologiquement intensive. Enfin voilà, il y a pas mal de... Oui, il y a maraîchage sol vivant pour l'agriculture écologiquement intensive. Et puis après, il y a au-delà des choses organisées de façon verticale, il y a aussi tous les réseaux. Aujourd'hui, le réseau Oasis, etc., soutient énormément d'initiatives de territoire avec tout un tas d'organismes de suivi sur les questions juridiques, foncières, d'organisation, de politique, de gouvernance, etc. Il y a quand même une organisation à grande échelle, même si ce n'est pas forcément pour des projets massifs. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'en permaculture, on veut aussi s'adapter à notre contexte. Donc finalement, si on commence à massifier des solutions pour des très grands territoires, on risque, en tout cas un risque collatéral, c'est de sortir de la permaculture. Et sinon, il y a Maxime de Rostolan aussi, avec son réseau Ferme d'Avenir, qui, c'est vraiment toujours des initiatives citoyennes, mais il travaille quand même beaucoup avec les collectivités publiques. À l'époque où Nicolas Hulot était ministre, il a quand même beaucoup travaillé avec ce ministère.
Maxime, c'est cofondateur de Ferme d'Avenir, où moi j'ai été formé. Voilà. Ferme d'Avenir existe toujours et continue à former aussi. Mais ça, c'est vraiment tourné vers l'agriculture, mais c'est complémentaire avec évidemment tout ce qu'on fait, quoi. Ouais. Oui, effectivement, tu as raison. Je me permets de faire aussi de l'autopromo du Festival Atmosphère, mais il y a pas mal de tables rondes qui sont et du contenu qui parlent de ces sujets-là. Donc, si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site. Voilà.